Bien le bonjour, chers amis, et bienvenue à la prescription avec Dr. Fred Lambert. Peut-être entendez-vous dans ma voix une certaine joie plus élevée que d'habitude. Eh bien, il y a une raison pour ça. Alors, il y a quelques jours, j'ai reçu une merveilleuse lettre, oui, une lettre, du Conseil des arts du Canada. Concernant une demande de subvention que j'avais faite pour un disque. Peut-être que vous ne connaissez pas nécessairement le fonctionnement de tout ça. Faire un disque, c'est pas si simple que ça. Lorsqu'on est musicien, eh bien, on doit essayer de ramasser des sous, prendre ces sous et les donner à une compagnie de disques qui vont produire le disque, le fabriquer et par après le mettre, faire une mise en marché. Or, faire un disque, c'est plus vraiment payant. On ne fait pas vraiment d'argent avec un disque, à l'exception de quelques artistes, parce que les gens n'achètent plus de disques, ils vont sur des sites de streaming. Mais en moyenne, pour un disque de musique classique, un peu comme dans lequel je œuvre, ça peut coûter dans les environs de entre 20 et 30 000 $, disons ainsi. Et c'est beaucoup de sous, il faut en ramasser, il faut en trouver ici et là. Donc, j'ai eu un peu d'argent qui a été proposé pour faire ça. Je dois continuer à travailler, mais c'est très, très, très motivant. C'est la première fois que je fais un projet personnel dans lequel j'ai une association avec un contrebassiste, l'incroyable Ali Kian Yazdanfar, qui est déjà venu au podcast. Je vous invite à écouter son épisode. Et nous allons faire des duos de contrebasse et alto, mais aussi des pièces solo pour montrer justement l'individualité de chaque instrumentiste et qu'est-ce qu'à deux, comment nos instruments finalement s'adaptent et se transforment. C'est un peu l'expérience qu'on veut offrir avec des œuvres de Evan Chambers, Gareth Wood, Ephraim Osher et il y aura une thème et variation pour contrebasse solo de Jean Français et pour ma part, je ferai une pièce de Caroline Shaw, grande compositrice, jeune, dynamique, qui essaie toutes sortes de trucs avec une pièce un peu inspirée des motets, si je peux ainsi dire. Et tout ça, c'est très excitant. Nous allons aller enregistrer le tout au Domaine Forget au mois de février avec la compagnie Leaf Music qui est basée à Halifax. Donc, ça part bien l'année. Je suis ultra de bonne humeur. Et tout ça, c'est avec un projet, comme je l'ai dit, personnel, quelque chose qui était parti justement pendant la pandémie. On avait commencé à monter du répertoire et finalement, on va aboutir quelques années plus tard avec un disque qui va sortir dans un an. Donc, tout ça, c'est 4 ans de préparation. Donc, c'est très, très, très excitant. Et ça va un peu avec mon invité aujourd'hui qui, elle aussi, nous amène un projet très personnel. Il s'agit de Mélissa Lavergne. Mélissa Lavergne évolue dans le milieu artistique depuis toujours, d'abord comme danseuse, puis comme multi-percussionniste. Sa soif d'apprendre constante l'a amenée à parcourir le monde pour parfaire ses connaissances et ainsi les transmettre à son tour au Cégep Saint-Laurent, notamment où elle est professeure de percussion latine. Également passionnée des communications, elle est honorée d'avoir été l'ambassadrice officielle du Festival international de percussion de Longueuil pendant 5 ans. Aussi, c'est avec beaucoup de fierté qu'elle a signé la musique du film « Vic et Flo ont vu un ours » de Denis Côté. Directrice musicale de l'émission Sur invitation seulement à TVA pendant 2 ans et chroniqueuse musicale à entrée principale à Radio-Canada pendant plus de 5 ans, elle reste toujours à l'affût des nouveautés musicales puisqu'elle est la moitié du duo Lady Beats et la très dynamique DJ Abeille aux tables tournantes. Vous la verrez assurément sur une scène près de chez vous avec l'un ou l'autre de ses nombreux projets ou encore à la télévision puisqu'elle a le plaisir de co-animer l'émission Belle et Bomme à Télé-Québec avec son fidèle complice Normand Brathwaite. Et dans une semaine, vous pourrez lire son tout premier roman, L'Iroko, chez Québec Amérique. Voici ma discussion avec Mélissa Lavergne.
Ça marche-tu, finalement? Ça marche super. De toute façon, tout ce qu'on vient de se dire, c'était pas intéressant. Non, je pense que c'était très intéressant. On va peut-être... On parle de percussion, écoute. On parle de percussion. Qu'est-ce qu'il y a de plus intéressant que ça? Apparemment. Non, mais cela dit, des fois, on fait avec les musiciens classiques, tout le monde parle un peu des qualités d'un musicien. Ouais. Et on va parler, mettons, de ah oui, cette personne-là a un beau ton quand il joue, le lyriste, tout ça. Mais quand même, avec Molinari, étant donné que c'est tellement compliqué qu'est-ce qu'on joue, rapidement, on y arrive à la conclusion. On dit la seule chose qui est importante, c'est le beat. C'est le beat, puis avoir du beat, puis avoir du rythme, puis comprendre toutes ces férugues-là, parce que tu peux aller nulle part, sinon avec ça. C'est la base, là, c'est un cliché, mais en même temps, c'est tellement vrai, ça part du battement de cœur, puis la marche, c'est comme tout le monde a du rythme, forcément. Puis ce que je trouve intéressant dans la conception rythmique, c'est que c'est ça, nous, c'est très carré. Les Occidentaux, 4-4, des métriques très, tu sais, je dirais, four in the floor, là, pac, tac, tac, ticata. Mais tu te promènes un peu à travers le monde, puis là, il y a les odd time, donc les métriques irrégulières du 3, du 5, du 7, du 9. Puis je me souviens en Turquie où j'étais allée prendre des cours de darbuka, puis je questionnais mes professeurs à ce sujet-là, puis j'étais comme, qu'est-ce qui explique ces odd time-là, tu sais, ces métriques irrégulières? Puis lui, il était comme, mais c'est juste une transposition de la vie, c'est-à-dire que la vie n'est pas parfaite, il y a des gens qui boitent, il y a des gens qui sont blessés, tu sais, il y a comme... C'est pas vrai que c'est toujours carré puis parfait, donc c'est une conception que je trouve vraiment intéressante de juste... Ah, c'est vrai que ça peut accrocher, ça peut trébucher, puis c'est aussi ça la norme. Ouais, c'est aussi ça la norme, je présume. C'est bizarre, hein, parce qu'après, si nous, on analyse notre rythmique folklorique traditionnelle, nous, c'est carré, mais carré. C'est tellement comme... Avec... On applaudit sur le 1, sur le 3, puis tu sais... Ah oui. J'ai fait clipper, je pense. Non, c'est bon. Ton zoom. mais c'est vraiment... Non, mais c'est intéressant aussi, justement, de voir, comme tu dis, cette espèce... peut-être de célébration des imperfections qui va à travers le rythme, là, qui se présente. Mais comme, c'est ça, tantôt, je me disais, en point de vue percussion, c'est quoi exactement ta spécialité? Parce que tu te décris, et ça... Attention, ça reste une fiction, mais oui, je décris mon personnage. Non, je parle de ta bio. Okay. Je parle de ta bio parce qu'on dit quand même... percussionniste, mais aussi, tu avais fait de la danse. Ben oui, moi, je suis vraiment multidisciplinaire, en fait. Je me suis battue toute ma carrière contre cet aspect-là de moi, c'est-à-dire que j'avais toujours l'impression que le temps que je passais, par exemple, à la danse, c'était du temps que j'enlevais à la musique, ou le temps que je passais à la musique, c'était du temps ensuite que j'enlevais à l'écriture. Il y a toujours eu cette espèce de combat intérieur, jusqu'à temps que j'accepte que ça pouvait être une force d'être un peu à l'horizontale. Tu sais, moi, j'ai l'impression que mon parcours, il est très à l'horizontale, c'est-à-dire que je vois les choses sur une longue ligne, alors qu'il y a des gens qui sont à la verticale, ils prennent un concept puis ils le creusent. Les joueurs de tabla, par exemple, ou n'importe quel spécialiste, en fait, ils prennent une seule chose qui étudie. Moi, je me sens un peu plus... je butine un peu plus. Après, pour répondre à ta question... Ce que j'ai le plus étudié, ce sur quoi je me suis le plus penchée, c'est les percussions africaines. Donc, je pourrais te dire que c'est ce qui se rapproche le plus d'une spécialité dans mon schéma musical, là. Mais vraiment, je touche à tout. Je m'intéresse aux percussions cubaines, orchestrales. J'ai fait mon bac en classique. Tu sais, je veux dire, j'ai beaucoup étudié le gamelan aussi. Tu sais, il y a comme vraiment... Je m'intéresse à beaucoup, beaucoup de choses. C'est sûr, quand on commence à dire « OK, je suis percussionniste », comme tu le dis, c'est phénoménal là, à quel point il y a des styles et limite, tu ne pourras jamais vraiment arriver au bout de tout ça. Il faut que tu acceptes un jour un peu où est-ce que tu te diriges là-dedans. Et là, ça nous amène à ton livre. Ah! Parce que ce fameux livre, L'Iroko... Écoute, il me reste... Je suis gêné, je t'avais dit que là, j'étais sur le point de finir. Il me reste... Je suis dans le Danumba. C'est vraiment comme le dernier chapitre. Le Danumba. Non, il en reste un après. Non, oui, c'est toi qui l'as écrit quand même. Ah, il reste la chute. Oui, c'est ça, il reste la chute. Donc, on peut quand même naviguer. On peut naviguer, puis on peut quand même y aller en détail. Même que si tu veux me permettre, je vais quand même lire
le très court résumé qui est écrit en arrière du livre pour que les gens se mettent un peu dans l'ambiance. Alors, voici. Prise dans l'étau suffocant du milieu machiste, dans lequel elle évolue, Martine quitte le Québec pour un voyage d'études musicales à Conakry, en Afrique de l'Ouest. Elle espère obtenir dans ce pays où tout lui est étranger la validation, j'ai bien envie de dire, qu'aucun ne semble vouloir lui donner chez elle. Alors, allons-y. Premièrement, je te connais un peu, je connais certaines histoires. J'ai reconnu des brévissiers là. Ce personnage, c'est toi? Ben, on peut dire que c'est un alter ego littéraire. On peut dire ça, tu sais, oui. C'est comme... c'est pas totalement une autofiction, tu sais, parce que je suis partie de quelque chose que j'ai vécu, c'est-à-dire un voyage de percussion en Guinée. Mais vraiment, dans l'écriture, puis c'est ce qui m'a plu aussi dans l'exercice, c'est que l'histoire a pris son envol d'elle-même, les personnages aussi. Donc, c'est pas, on peut pas dire « Ah, je connais l'histoire de Mélissa, j'ai lu le livre L'Iroko, c'est sa biographie. » Tu sais. Donc, il y a vraiment comme... J'aime ce côté-là flouté entre la fiction et la réalité. Après, évidemment, qu'il y a beaucoup de choses là-dedans que j'ai expérimentées, peut-être pas tous dans ce voyage-là, peut-être pas tous dans cette... Parce que tu en as fait plusieurs voyages, J'en ai fait plusieurs, tu sais, je suis allée 4 fois en Afrique de l'Ouest, tu sais, un petit peu partout à travers le monde aussi, puis tu sais, dans le fond, ce qui arrive avec le pari d'un roman, c'est que finalement, tu exprimes ce que tu as envie, tu sais, dans une durée donnée, là. Donc, si ça avait été vraiment autobiographique, ça aurait été plus complexe que ça. C'est ça. Donc, c'est vraiment un pari fictionnel, mais inspiré de moi, certes. Là. C'est une percussionniste blonde. C'est quand même dur de passer à côté. Ouais, non, ça, c'est dur de passer à côté. Cela dit, ce début d'histoire dans lequel Martine décide de quitter justement pour essayer d'aller se valider, est-ce que c'était vraiment ça, dans la vraie vie? Non, des fois, on va s'amuser, on va aller dans les deux côtés. Est-ce que tu avais essayé de valider quelque chose en allant là-bas quand tu étais plus jeune? Ou... Parce que dans ma tête, écoute, moi, on s'est rencontrés, t'avais 30 ans, t'étais bien validé, là, je pense, rendu là. Dans ma tête, t'as toujours été une personne super présente dans le milieu, respectée par le monde, tu sais, c'était très clair qui t'étais, tu sais. Mais pour se rendre là, il y a eu des chemins à prendre. Donc, ce voyage-là, est-ce que ça fait comme ton personnage de Martine? Est-ce que c'est la même chose? Pas tout à fait. En fait, c'est ça. On va faire la distinction entre Martine de l'Iroko puis Mélissa de la vraie vie. Fait que je te dirais que moi, quand j'ai fait mon voyage en Guinée, à l'âge de 25 ans, donc un petit peu plus vieille que le personnage du roman, c'était pas tant pour aller me valider, non, mais c'est ce que ça m'a procuré, par contre. Parce que, tu sais, évoluant dans le milieu de la télé depuis très, très jeune. Donc, j'ai commencé, moi, Belle et Bomme, j'avais 19 ans. J'étais encore au cégep en jazz à Saint-Laurent, en technique d'arrangement, tout ça. Tu sais, il y avait, à l'époque, encore une dichotomie pop-jazz. Là. Ça s'est vraiment rapproché. Tous les milieux se sont mêlés aujourd'hui. Mais au milieu, toi, ça faisait 1990... Début 2000. Début 2000. Ouais. Tu sais, début 2000, c'est vrai que c'était encore... C'était clivé. Oui, carrément. Ouais, carrément. Ouais. Fait que c'était comme faire de la télé, c'était pas cool. Faire de la musique pop, c'était pas cool. Puis là, quand tu te ramassais à avoir un pied dans les deux mondes, ben, t'étais un peu jugé des deux bords, finalement. Puis... tu sais, j'étais jeune, donc à 19 ans, on n'a pas la confiance, l'estime qu'on peut avoir à 30 ans ou à 40 ans. Tu sais, c'est vraiment l'âge de la détermination, puis on essaie d'apprendre à se connaître soi, puis de trouver sa voie. Fait que pour moi, c'était très confrontant d'être, comment dire, c'est comme si je n'étais représentée que par mon image pendant longtemps. C'est la sensation que j'avais. Ah, okay. Du fait que je faisais de la télé. Ça faisait 6 ans, là, avant que tu partes en voyage. Ouais, exact. Puis 6 ans plus le cégep en même temps, hein? Alors que là, tu sais, t'as même tes profs qu'eux, ils ont de la misère des fois à avoir des gigs. Toi, t'as une grosse gig de télé. Ouais. Ça a suscité des drôles de situations, des situations de rivalité, des situations aussi de démagogie, j'ai envie de dire, ou un parallèle, par contre, qu'il y a vraiment avec le livre, c'est la prémisse du livre où Martine décide de partir parce qu'on lui refuse le savoir ici, chez elle, au Québec. Ça m'est arrivé. Ça m'est pas arrivé dans l'univers de la musique africaine, mais ça m'est arrivé. Puis pour moi, ça a été un gros déclencheur.
C'était mon premier voyage d'études, c'est à la Havane, à Cuba, que j'ai fait ça pour apprendre les bata, qui est un instrument ritualique cubain là, qui peut être joué dans la santeria, donc dans un contexte religieux, mais qui peut être aussi sorti de ce contexte-là, puis être joué dans la musique profane, puis dans la musique pop. Puis c'est un savoir assez spécifique. Puis dans le contexte religieux, les femmes n'y ont pas accès, comme les prêtres catholiques, par exemple. Les femmes ne peuvent pas être prêtres. Ouais. C'est la même chose au niveau des batas. Par contre, elles peuvent en jouer dans un contexte populaire. Puis moi, j'ai un prof qui a refusé de m'enseigner, mais c'était comme un prof qui me suivait depuis des années. Là, il me suivait, tu sais, à l'école, tout ça. Puis quand j'ai eu mon diplôme, il était comme, je vais continuer avec tout le monde sauf toi, parce que, tu sais, c'était comme un ramassis de frustration que j'ai absorbé de sa part. Puis tu sais, ça m'est arrivé souvent dans ma carrière d'être comme de représenter quelque chose. Tu sais, je pense que je représente peut-être le succès facile. C'est peut-être ce que j'ai représenté. La Belle et Bomme, tu penses que c'est ça que ça représentait au début? Oui, je pense que oui. Puis maintenant, parce que c'est ça, j'ai fini par me définir autrement, mais... Mais écoute, c'est une drôle de question. Ça, on n'en a jamais parlé, mais comment tu t'étais retrouvé encore à Belle et Bomme? Ça, tu l'as sûrement raconté à plein de monde, plein de fois, juste pour me resituer. Oui, mais pas à toi. Non. Oui. Écoute, Belle et Bomme, c'est quand même sympathique comme histoire. C'est que j'étudiais avec Luc Boivin au Cégep Saint-Laurent. Oui. Luc, qui était le directeur musical de Belle et Bomme pendant des années. Puis, il y a toujours un lancement de programmation là, des diffuseurs. Donc, au lancement de programmation de Télé-Québec, pour annoncer cette nouvelle émission musicale, Luc a monté une espèce de fanfare carnavalesque là, avec plein de musiciens et musiciennes, dont moi. Et puis, Normand, pour nous remercier de cet événement-là, d'être venu jouer, il nous a dit « Ah, ben, je vais vous inviter chacun à une émission. » Donc, moi, j'étais pas dans le house band au départ, là. Mais j'ai été la première invitée de cette gang-là. OK. Et donc, j'ai fait la première émission. Puis, ben là, je pense, j'ai comme été adoptée rapidement par l'équipe, par Normand aussi. L'anecdote, c'est que Normand s'est blessé dans la première émission. Tu sais, il s'est comme ouvert le doigt en jouant du djembé avec une baguette. Puis moi, j'ai quitté la scène, puis je suis allée chercher des pansements. Puis je pense que ça l'a vraiment touché. je l'ai eu de même. Okay. Tu penses? Ah, ça se pourrait. Ouais, je pense que oui. Il était comme... Ah, tu sais, quelqu'un qui à mes côtés va, tu sais, peut-être m'aider. En tout cas, c'est la perception que j'avais, tu sais. Il y a un lien qui s'est créé très rapidement avec cette anecdote-là du pansement, là, puis de la blessure. Puis bref, il m'invitait souvent au début parce qu'il y avait beaucoup de musique du monde, puis il y a toujours beaucoup de percussions dans la musique du monde. Et ensuite, moi, je te fais la longue version, finalement. Ensuite, ils ont perdu leur belle. Tu sais, Sophie Durocher a décidé de quitter l'émission. Ouais. Fait qu'on a été quelques semaines sans belle, donc sans animatrice. Et c'était la panique dans l'équipe de production. Et je pense que j'ai représenté pour eux peut-être cette substitution de belle. Oh oui. Donc là, tu sais, moi, il m'appelait à la dernière minute. C'est comme ça, la télé, il t'appelle 2 jours avant, peux-tu faire le show? Puis là, j'étais comme, ben, moi, je suis quelqu'un à son affaire, donc, tu sais, si j'avais un autre engagement, non, je n'étais pas disponible. Puis là, c'est ça. Normand a fait comme, OK, on peut pas se permettre qu'elle puisse pas, fait qu'on la met dans le ban. Okay. Fait que c'est comme, j'ai comme un peu créé ma position, ce qui était à la fois trillant, effervescent, je sais pas trop, grisant, mais aussi un peu inconfortable parce que c'était pas chaque émission qui avait des percussions, tu sais, dans le répertoire. Et là, tu t'inventes quelque chose. Ben là, tu t'inventes quelque chose, puis là, des fois, t'es mis en avant, puis là, tu sens que c'est pas pour la musique nécessairement. Puis ça, on parle des premières années de Belle et Bomme, ça a beaucoup évolué. C'est de la télévision. C'est de la télévision, donc. Donc, c'est ça. Fait que pour moi, très jeune, je me sentais toujours devoir me battre pour faire valoir ma place. Ouais. Tu sais, c'est comme, non, je suis là aussi parce que sûrement que je fais bien les choses en quelque part. T'sais. Non. Puis, mais je trouve ça drôle quand tu dis, tu sais, succès trop jeune et trop facile. En même temps, il y a quand même une phrase qui se dégage de ça, tu sais, dans l'incident qui s'est ouvert la main, Normand, ben, tu sais, c'est en cas d'urgence, ne jamais snobber la bonté. Moi, je pense qu'il y a quand même ça, parce que tu gardes dans ton cas. Intéressant. Oui, c'est tout à fait. C'est littéralement ça, de la bonté, ça attire toujours des pas pires choses. C'est ça qui est arrivé dans ton cas. Après, c'est sûr qu'il y a eu justement
adapté à ça. Puis on le dit souvent, on le répète souvent, la machine, la télévision, c'est une drôle de machine. C'est une drôle d'affaire qui a des codes assez précis, mais qui, en même temps, évolue tout à fait. De son bord, à sa façon. Si on parle de... C'est il y a 20 ans quand même déjà. Ah, mais ça donc, ça a beaucoup évolué en 20 ans. Même Bell&Bom a changé aussi. Complètement. Puis moi, je suis beaucoup... En fait, c'est ça, c'est que chaque période de Bell&Bom avait, comme n'importe quoi, ses aspects positifs puis ses aspects un peu plus négatifs ou plus difficiles à naviguer. Je pense qu'au départ, il y avait quelque chose de l'ordre de l'image puis qui prenait plus de place, mais c'était aussi vraiment festif puis... il y avait quelque chose de très collégial dans les premières années de Bell&Bom. Là, c'est plus placé. J'ai l'impression que la musique prend une place plus juste, dans le rapport image-musique. Mais on a peut-être perdu une folie. Après, la perfection n'existe pas. Jamais, jamais, jamais. Donc, oui, je trouve que c'est une émission qui a bien évolué avec l'époque dans laquelle elle a vécu. Non, exactement, ouais. Puis ça fait 20 ans. Ça fait 20 ans. C'est assez intense. Ça fait plus longtemps que j'étais à Bell&Bom que pas. Oui, puis aussi, tantôt, on parlait d'école, on parlait de professeurs où tu as eu justement des frustrations, justement, où tu as des grosses déceptions, en fait. Ouais. Des déceptions. Et, mais Bell&Bom aussi, c'est une école. Tout à fait. C'était une école quand tu disais que tu étais au cégep, que tu faisais tes cours d'arrangement, tout ça, mais là, la mise en pratique de tout ce que tu apprenais sur le champ dans le monde professionnel. Ben oui. Ça, c'est... Puis encore, aujourd'hui, tu es encore là, donc tu sais, c'est un outil immense, là. Puis d'observer les musiciens avec beaucoup plus d'expérience que moi, surtout au début. Tu sais, j'avais 19 ans. Je pense que le plus jeune dans le band après moi, c'était Simon Godin qui avait 27, tu sais, quelque chose comme quasiment 10 ans de plus que moi. Il y avait quelque chose de « Wow, j'ai accès à des super musiciens avec déjà beaucoup d'expérience. » Donc, oui, moi, j'ai absorbé beaucoup, beaucoup, beaucoup. Puis, j'ai continué à me former aussi de mon côté avec des choses plus spécifiques par les voyages, par exemple. Tu sais. Par les voyages. Et là, on va revenir au livre. Donc, on est dans ce voyage. Martine évolue... Bon, il y a beaucoup de personnages qui apparaissent tout au long du livre, dans lequel elle expérimente. On sent qu'elle est extrêmement sensible à tout ce qui l'entoure. Et l'histoire évolue super bien. Tout ça, il y a quand même... J'ai un peu, des fois, de la misère à redéfinir le livre pour une raison. Premièrement, oui, c'est un voyage en Afrique, mais c'est surtout une quête... Il y a quand même une quête féministe très forte là-dedans. Moi, c'est surtout ça que je retiens en arrière-plan, mais qui est présent, puis qui est pas on se le fait pas non plus gaver dans la bouche, comme des fois ça arrive dans peu importe un film ou un livre, là. Mais c'est quand même ça qui est au centre. J'ai l'impression, alors peut-être que tu peux me corriger, mais le féminisme, évidemment, a beaucoup évolué les dernières années, là, mine de rien, avec les réseaux sociaux et tous les événements, #MeToo, tout ça. Ce livre-là, il a commencé à être écrit quand exactement? Est-ce que c'était justement dans ces périodes-là? Est-ce que c'était un peu une réponse à ça en même temps? Non, en fait, moi, je suis comme... j'aime étudier, comme tu sais. On en a parlé beaucoup déjà par rapport à la musique. Ce livre-là, je te dirais que la genèse vient du fait que je me suis inscrite en création littéraire ici même à l'UQAM il y a quelques années. Par plaisir, par pur plaisir. J'étais comme, j'ai envie de faire quelque chose de gratuit, tu sais, de juste comme quelque chose qui va me faire plaisir, mais que ça ne sera pas relié à du travail ou que ça ne sera pas relié à une forme de performativité, performance. Donc, j'ai entrepris ce certificat-là. Je me suis mis à écrire beaucoup, puis là, j'ai beaucoup défini mon style, ma plume, ce qui me faisait envie au niveau de l'écriture, les thèmes que j'avais envie d'aborder aussi. Et donc, la genèse de ça, c'est en fait un travail de fin de certificat qui était la moitié à peu près de ça. Là. C'était comme un 15 000 mots. C'était quand, ça? C'était quelle année? Donc, le dernier cours, c'était la première année de la pandémie, là, donc printemps 2020. OK, printemps 2020. Donc, ça s'est fait en 2 ans, là, ce livre-là. Donc, premier jet, je l'ai écrit en 1 mois. Procrastinatrice à souhait, c'est un cours qui s'est fait sur 8 mois. Puis je voulais abandonner le cours parce que j'avais pas eu le temps d'entreprendre le récit. Puis finalement, j'ai réalisé que c'était pas possible. Tu sais, genre, si je me désinscrivais, j'avais un échec. Ce qui est pas possible. Je comprends. Fait que là, j'ai fait, bon, ben OK, je vais l'écrire, tu sais, j'y vais, je le fais.
Puis là, j'ai écrit le manuscrit. Ça a été très, très, très intensif. Je ne faisais que ça pendant 1 mois. La pandémie m'a aidée. C'était vraiment dans le premier mois de la pandémie. Puis après avoir envoyé le manuscrit, donc on est au printemps 2020, je l'ai envoyé à un éditeur, qui est Stéphane Dompierre, qui est mon éditeur. Il m'a donné une série de recommandations et là, je suis retournée en réécriture pour l'année suivante. Là. OK. Donc, c'est très récent. Ce que j'avais envie d'explorer avec ça, c'était vraiment... Moi, je me suis beaucoup questionnée sur l'appropriation culturelle, évidemment, parce que, tu sais, je navigue dans ces eaux-là de par mon métier, de par le fait que je joue des percussions de toutes sortes de... Musicienne, carrément. Musicienne, mais je pense que spécifiquement percussionniste, ou tu sais, un joueur de oud se poserait probablement les mêmes questions. Tu sais, il y a quelque chose d'ancré dans... la musique de l'autre ou des autres, tu sais, il y a quelque chose de ça. Donc moi, je me questionne là-dessus depuis longtemps. Puis une des choses que j'avais envie d'explorer à travers ce roman-là, c'est que même quand t'es le plus ouvert possible, des fois, on n'arrive juste pas à se comprendre. Puis il y a un petit peu ça dans la quête du personnage qui est en fait déraciné. C'est un déracinement, c'est un choc culturel. Elle essaie de se situer, elle essaie d'adopter les codes d'ailleurs, puis il y a des moments de grâce, beaucoup par la musique, mais il y a aussi beaucoup d'inconfort puis d'incompréhension, tu sais, de comment on réussit à se rencontrer. Fait que c'était ça, moi, c'était ça la trame narrative. Mais je trouve ça cool quand tu dis les moments de grâce, parce que c'est vraiment ça qu'on ressent. Ouais. C'est dans la musique que tout s'oublie, exactement. tout se dégage. Ouais. Mais puis c'est c'est un peu vrai aussi, c'est le cas dans son voyage, mais c'est dans le cas aussi de même notre réalité dans notre propre territoire où est-ce qu'on habite. Quand on joue de la musique, tu sais, il y a une pause. Une réelle pause, parce que t'as pas le choix, sinon tu vas mal jouer. Mais il y a une pause de tout ça pour justement, on s'élève, puis une fois la musique est terminée, il y a encore des conflits et des problèmes avec les gens autour, même des gens avec qui tu joues de la musique. C'est ça qui est intéressant, je trouve. C'est vrai, j'avais pas réfléchi à ça comme ça. Donc, ton exercice, c'était justement d'essayer d'exprimer ça. Ouais, je voulais explorer ça. Tu sais, dans le fond, quand t'écris pour comprendre, en quelque sorte. Tu sais, il y a plusieurs motivations, mais l'une d'elles, c'est écrire pour comprendre. Puis moi, j'avais envie de naviguer dans ces réflexions-là. Tu sais, fait que c'est en écrivant aussi, tu te questionnes, tu réfléchis, tu essaies de mettre en mots des sentiments. Puis oui, ça, je voulais vraiment l'explorer, cette espèce de... Des fois, c'est pas grave qu'on se comprenne pas, finalement. On peut se rejoindre quand même. Ouais. Entre autres par la musique. Puis, tu sais, toi, tu me parlais du féminisme, qui était finalement pas... C'était pas majeur pour moi, tu sais, comme thématique. Mais je pense que forcément, du fait que je suis une femme dans un milieu d'hommes, bon, de moins en moins, ça aussi, ça évolue, mais ça a marqué mon parcours, ça m'a marqué comme musicienne. Ça contribue aussi au fait que je me suis sentie dans le besoin de toujours prouver ma valeur, beaucoup plus qu'un collègue masculin, parce que c'est comme ça. Ouais, puis aussi dans ton cas surtout de justement dire, je suis à la télé, je suis la seule fille qui est comme vraiment présente sur stage. Est-ce que je suis là parce que je suis une fille? Est-ce que je suis là parce que je suis une bonne percussionniste? Puis là, tu essaies d'aller prouver justement ta compétence, parce que tu veux être reconnu plus pour ça que pour la représentation que tu es. Parce que c'est toujours ça doit être un tiraillement. Totalement, puis on est perméable à ça, hein? Tu sais, les mots, puis ce qu'on entend, puis tu sais, est-ce que je suis là juste parce que je suis une fille? Ah ben peut-être que je suis là juste parce que je suis une fille. Parce qu'on entend ça aussi, là, tu sais. Je veux dire, c'est correct aussi, tout le monde travaille pour la parité, puis c'est correct. Mais tu sais, je connais des filles qui sont très contentes d'être engagées sur un contrat, et puis là, elles voient la parité qui est exprimée, mais elles se mettent instantanément, ils vont se mettre en doute sur leurs compétences. Ben oui, mais moi, ça m'a pris du temps avant d'accepter ce concept-là, en fait, justement, de la parité, parce que je pense que on est vraiment en transition en ce moment, la société, ce qui est une excellente chose. Ça amène des ondes d'inconfort parce qu'on n'est pas habitué. On est en transition, on est en train d'évoluer, mais pendant des années, les femmes, on s'est battues pour être one of the boys, tu sais, pour être acceptée comme un homme, tu sais. À une certaine époque, elle joue comme un gars. Moi, ça me faisait beaucoup plaisir à entendre. Mais là, j'ai évolué, moi aussi, tu sais. Quand quelqu'un te disait ça tu joues comme un gars. Oui, ça enlevait le concept de genre. Tu sais, parce que dans le fond, jouer comme un gars, c'était comme la norme. Ouais, la norme dans ce milieu. Puis ce qui était amené comme, tu sais, comme... OK, ou she's one of us. Il y a comme le désir d'appartenance, le désir de validation, il y a toutes sortes de choses qu'on essaie de trouver, jusqu'à temps que tu fasses comme « Oh, attention, peut-être que je peux aussi jouer comme une fille, puis peut-être que c'est correct, puis que c'est pas moindre. » Tu
Tu sais, il y a tout ça. Moi, j'ai eu un éveil féministe assez tard, en fait. Puis ça s'est fait beaucoup dans mon cheminement de création littéraire parce que j'avais des cours ici, justement, à l'UQAM. On dirait que c'est comme une pub de l'UQAM. Non, mais tu viens de l'UQAM, j'enseigne à l'UQAM, c'est l'UQAM. Mais j'ai fait beaucoup de lectures, puis j'ai compris beaucoup de choses, dont la nécessité de la parité, tu sais. Puis ça m'a fait embrasser le concept. Puis oui, c'est correct que je sois appelée des fois pour atteindre une parité. C'est correct. Je suis d'accord avec le concept parce que c'est l'étape par laquelle il faut passer pour que ce soit normalisé. Puis qu'éventuellement, dans une dizaine d'années, dans une vingtaine d'années, ce soit acquis, puis que justement, il n'y ait plus le concept de genre, tu sais, ce soit plus... Il faut briser des habitudes, c'est juste ça, en fait. Oui, puis surtout, mais pour les musiques, c'est un peu étrange, mais moi, je pense beaucoup à mes amis qui travaillent dans d'autres sphères, tu sais, toi, du faire des bureaux, des avocats, des comptables, des milieux... avec des hiérarchies vraiment un peu étranges, là, dans laquelle des vies de bureau, tu sais, des vies de bureau, c'est une affaire, on connaît, toi puis moi, on ne saura pas c'est quoi exactement, mais moi, quand j'entends l'histoire de ça, c'est là où est-ce que la parité me semble, justement, l'affaire de la One of the Boys. En musique, en même temps, c'est parce que moi, je parle à travers mon chapeau, parce que moi, je suis en musique classique, puis il y a vraiment plus c'est un des endroits les mieux représentés, mais en même temps, ça dépend des pupitres. Tu sais, comme là, toi, t'es altiste, donc oui, il y a beaucoup de femmes cordiste, je sais pas si ça se dit. Ben, cordiste, moi, dans les orchestres, il me semble que souvent, il y a plus de femmes que d'hommes. Tout à fait. Bon, mais c'est un des rares pupitres. Percussion, 4%. Ouais. Tu sais, 4%. C'est pas beaucoup, là. C'est 1 sur 20. C'est quoi? C'est pas beaucoup. Non, c'est vrai. Ça, non, mais c'est vrai. Et cuivre, c'est genre 8%. Tu sais, c'est ça, je me suis beaucoup éduquée aussi sur ça. Tu sais, fait que oui, il y a des pupitres où c'est acquis, ou même, je sais pas pourquoi les cordes, nous autres, c'est plus... je vais te le dire pourquoi, frère. Ah, vas-y donc. Explique-le-moi. Ben, écoute, les instruments, tu sais, il y a comme une sexuation qui est venue avec le temps, avec les instruments, c'est-à-dire que les femmes, fallait toujours qu'elles soient, tu sais, comme... Faut pas qu'elles suent, faut pas qu'elles souffrent, tu sais, faut pas qu'elles forcent. Les cordes, là, c'est très, très élégant. Ouf, mais c'est tough. Non, mais ça, c'est tout est tough, là. Je veux dire, il y a pas... Non, on peut pas rentrer dans la hiérarchisation de la difficulté, là. Non, mais sauf que c'est quand même douloureux, quand même, jouer des cordes, des positions, les collections de tendinites chez les cordes. Peut-être, c'est ça. Est-ce que les hommes sont plus tolérants à la douleur? Non, pas plus. C'est ça. C'est ça que je dis, c'est que c'est... Mais je sais pas si c'est la sexualisation chez le violon. Je sais pas. J'ai en fait, à imaginer ça. Le violoncelle, ça a été long avant que ça arrive. Tu sais, plus que parce que tu avais les jambes ouvertes. J'ai lu, en fait, dernièrement, parce que je suis bien primée, mais j'ai lu Enquête sur les femmes musiciennes par Hyacinthe Ravet. C'est une enquête qui a été publiée en France en 2011, qui est encore beaucoup d'actualité. Ah, 2011, en plus, OK. Puis elle explique tout ça, là, l'évolution des instruments, puis comment, dans le fond... Tu sais, comme quand tu joues des cuivres, par exemple, ton visage se déforme, tu sais, ça, c'était pas accepté. Il y avait vraiment quelque chose de la femme ne dérange pas. Tu sais, socialement, on parle peut-être du 18e siècle, on parle de la Genèse, là. Ça a pris vraiment du temps avant que les femmes se rendent à l'orchestre, puis se rendent à avoir des postes, on le sait, tu sais. Puis les paravents ont aidé beaucoup. Les auditions avec paravent, par exemple, tu sais, c'est les États-Unis qui ont commencé ça. Ils ont commencé un peu ça, puis là, maintenant, c'est encore une tradition. Puis, tu sais, à Montréal, Dieu sait... c'est des éditions à l'aveugle, tu sais. L'Orchestre de Montréal, puis dans les dernières années, c'est des femmes surtout qui gagnent. Donc, tu sais, c'est bien. Je veux dire, c'est bien. Ce concept-là, à l'aveugle, moi, je le trouve quand même chouette. Ben, mais c'est nécessaire, pour vrai, tu sais. Ça prouve des choses, tu sais. Ça prouve aussi plusieurs... Mais OK, mais je checkerai ça, mais tu sais, dans l'inconscient collectif, là, tu sais, une batterie, est-ce que tu te dirais que c'est un instrument féminin ou masculin? Je sais plus, pour être franc, là, batterie, pas percussion, là. On parle vraiment d'un set de batterie. Ben, c'est sûr que je vois plus... Si j'imagine une batterie, quelqu'un qui en joue, c'est sûr que je vois plus un gars. C'est ça. On a tous ces schémas-là, tu sais. Les bandes, rien que à cause des bandes. Ben, c'est ça. T'sais. Fait que tout ça contribue au fait que... tel instrument, c'est un instrument de gars, c'est un instrument de fille. Fait que ça fait en sorte que les parents font comme des choix, je vais inscrire ma fille en piano, puis mon fils, je vais l'inscrire en bass ou en drum. Puis, tu sais, c'est dès l'enfance, puis c'est ça qu'il faut... Plus on insiste sur la parité, plus il va y avoir, tu sais, une diversité de modèles pour tout le monde, tu sais, puis faire comme je peux faire ça dans le fond moi aussi, tu sais. Non, c'est ça, puis il faut pas sous-estimer tous ces stages-là qui sont donnés dans des écoles où des gens vont justement jouer puis juste le fait de visualiser, de le voir, de le savoir,
ça amène des répercussions pour plus tard, justement, dans le choix d'un instrument, par exemple. Tout à fait. Les gens peuvent pas nécessairement savoir, mais écoute, ouais, intéressant. Là, je vais réfléchir à ça. Ben, en tout cas, je vais te prêter le livre. Oui, prête-le-moi. Je serais bien curieux. Donc, ce projet-là, qui était un projet d'étude... D'ailleurs, je lis ce truc-là qui dit... En publiant l'Iroko, elle renoue avec ses toutes premières amours, l'écriture. T'aimais l'écriture? Avant, je savais même pas que t'aimais l'écriture. Donc ça, c'était... Mais qu'est-ce que tu veux dire, t'aimais l'écriture? Il y a longtemps, tu t'amusais à écrire des textes par toi-même, ou c'est plus un journal, ou ça vient d'où l'écriture exacte? Ben, j'ai toujours écrit. Je pense que je me suis fait offrir mon premier journal intime, j'avais peut-être 5-6 ans, par mon parrain qui lui, publiait chez Boréal une série de livres qui s'appelle Dominique. C'est un psychoéducateur, psychologue, psychoéducateur, puis qui écrivait. Puis moi, j'avais cette image-là de l'écrivain, puis tu sais, il m'avait donné un journal intime avec crayon, puis j'écrivais vraiment très, 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 très régulièrement. Tous des journaux que j'ai conservés. C'est très, très sympathique. T'as tout gardé? Tout gardé. Puis ça m'a accompagnée, l'écriture m'a toujours accompagnée, puis... En fait, c'est ça, j'ai un parcours en dents de scie, là, dans le sens où je me suis promenée beaucoup. J'étais danseuse au secondaire, mais moi, au cégep, je suis allée en communication pour devenir journaliste. OK. Pour me marier à cet amour-là de l'écriture, tu sais, vraiment en faire une pratique quotidienne. J'ai adoré ça. J'ai eu un contrat, en fait, d'édition au cégep, au vieux, puis j'ai choqué. J'ai pas... ça a pas... Finalement, Pourquoi t'as choqué? Il voulait, c'est drôle parce que c'est un petit peu le projet 20 ans plus tard que j'ai fait avec les Rocos, mais il voulait que j'écrive des fragments sur jouer des percussions. J'avais commencé, puis ça me stimulait pas pantoute. Tu sais, j'étais pas comme dans... C'était pas ton élément. Non, c'était pas ça qui me faisait triper à ce moment-là, tu sais. Et tu sais, j'avais pas ce regard-là extérieur sur le jeu aussi, là, sur la musique. C'était encore trop fresh. Toi, mettons, on va en arrière, tu te refais reoffrir tout ça, mais la personne te donne plus exactement l'offre que tu as. Qu'est-ce que tu aurais voulu, mettons? Disons, supposément, là, sur un plateau d'art d'écriture de journaliste, ça aurait été une enquête ou aller écrire sur un événement? Je pense que j'étais juste pas là. Je pense que j'étais juste pas rendue... T'aimais ça étudier là-dedans, mais rendu sur les faits... Ben, la musique a... Tu sais, je crois beaucoup en, tu sais, le destin. Ben, pas nécessairement genre on a un destin, mais tu sais, comme... Ouais, le chemin qui se dessine devant toi. Le chemin qui se dessine, puis je pense que c'était la musique était plus forte en moi à ce moment-là que l'écriture. Fait que l'écriture est toujours restée en périphérie. J'ai toujours écrit. Puis là où c'est devenu possible pour moi d'écrire finalement un roman, tu sais, c'est à travers mes études en création littéraire où j'ai compris comment marier mon goût de l'écriture, j'ai le goût de dire écriture de soi, tu sais. Ouais. Puis la littérature, tu sais, c'était ça qui me manquait à l'époque. Parce qu'en études littéraires ici, justement, du CAM, t'as lu beaucoup de livres, t'as étudié des styles d'écriture, mais c'était pas tant des exercices d'écriture. Il y a beaucoup de cours pratiques quand même. OK, ouais. il y en avait quand même pas mal pour ce diplôme. Fait que tu rationalises le métier, t'essayes plein de genres aussi, tu sais, comme... puis t'as vraiment des... C'est ça, c'est des cours d'écriture, comme des cours de musique. Puis tu te trompes, puis là, à un moment donné, puis t'as de quoi qui débloque, puis là, t'essayes quelque chose, puis là, c'était une erreur, puis là, t'es comme « Ah, mon Dieu! OK, c'est ça, ça marche, tu sais. » Je sais pas, c'est comme un cheminement qui fait en sorte que c'est arrivé. Puis finalement, là-dedans, tu sais, ce qui arrive, c'est que toutes mes passions se recoupent, tu sais, à travers Belle et Bomme, que j'anime maintenant avec Normand, ben il y a les communications, la musique. Oui, à travers l'Iroko, il y a la musique, l'écriture. Tu sais, la danse, c'est toujours un petit peu en filigrane parce que je suis très présente scéniquement. Tu sais, il y a comme... J'utilise beaucoup mon corps dans ma façon de jouer. Tout finit par se retrouver, je pense. Ouais. Et là, maintenant que ce livre-là... D'ailleurs, tu as travaillé avec Stéphane... Dompierre, formidable, Stéphane Dompierre. Que j'adore. Il est super cool. Je sais pas comment il est en collaboration comme ça, parce que j'adore ce qu'il écrit, mais... C'est un excellent éditeur. Moi, il m'a fait beaucoup rire. Moi, je disais, écoute, je pourrais ne pas publier, puis je serais satisfaite juste du bout de chemin qu'on a fait ensemble. Ça m'a tellement apporté. OK. Puis... C'est ça, évidemment, il y a comme c'est un regard extérieur, fait que c'est pas, tu sais, il me dit pas quoi écrire ou comment l'écrire, mais tu sais, avec ses commentaires, des fois, c'est comme, tu sais, ça me permettait d'avoir un autre regard, tu sais, puis il m'a vraiment enseigné à faire la différence entre
la raison pour laquelle on écrit puis la raison pour laquelle on publie. Tu sais, c'est vraiment deux choses. OK, shoot. C'est-à-dire que moi, mon premier jet, je l'ai écrit, c'était pour moi en quelque sorte. Tu sais, après, quand tu le retravailles puis que tu tombes dans la réécriture, il faut que tu sortes de toi. Tu sais, je veux dire, là, c'est comme, qu'est-ce qui fait que ça va se rendre à un lecteur? Là, il faut un peu que que tu fasses un petit bout là, pour le rejoindre, mettons. Exactement, ouais. Fait que pour moi, ça a été l'apprentissage. Tu sais, vraiment, écrire, je l'ai toujours fait. Réécrire, c'était la première fois. Ouais, puis c'est un peu comme quand on est musicien aussi. Là. Il y en a plein qui disent « Ah, moi, je joue de la musique pour moi. » Ah oui. Mais là, quand t'es devant une scène, il y a le public, tu joues pas vraiment pour toi, là. Il y a comme... Là, faut que tu switches, faut que tu penses à projeter plus, faut que tu penses à aller... à en donner pour les captiver, puis tout ça, puis ça change tout ce jeu que tu jouais pour toi dans ton salon, tu sais. Ou quand tu choisis les pièces du répertoire de ton concert ou de ton album, tu sais, mettons que tu vas pas juste mettre des trucs arides, mettons, peut-être, si c'est ça qui te fait triper. Ouais, ça dépend pour qui, en tout cas pour moi, parce que moi, Molinari, on est capable d'aller dans... On est capable d'aller oui, mais vous équilibrez quand même. Ah, c'est qu'il est bon, c'est qu'il est bon. Mais oui, il faut... non, mais même pas, on touche même pas ça, mais quand même, nous, des fois, on fait, OK, là, on fait attention, parce qu'on va perdre du monde. Ben, tout le monde fait ça. C'est un réflexe. Puis même chose en cinéma, je présume. Mais quand donc tu as eu ces commentaires-là, est-ce que tu t'es vu assurer des... Ben oui, j'ai tué un personnage. J'ai réécrit au complet. Au départ... qui t'a tué? Il s'appelait comment? Tu sais pas, non, mais c'est ça, il s'appelait comment? Elle s'appelait... sais-tu Coco? Je me rappelle plus. Il y avait un triangle amoureux que j'ai flushé de l'histoire. Ah non! Mais au départ, c'était un narrateur omniscient. OK. Dans la façon de l'aborder. J'étais au il, puis il y avait une deuxième trame au jeu, puis là, finalement, j'ai uniformisé, puis c'est finalement juste au jeu. Tu sais, il y a vraiment eu un gros travail. OK. Puis j'ai ajouté des scènes, c'est ça, j'ai investi certains personnages. Ça, Stéphane, il était comme, bon, soit que tu investis cette histoire-là ou que tu l'enlèves, tu sais, comme... Le travail d'écrivain, en tout cas, écrire comme ça, c'est complètement débile. Penser à ça, parce que t'arrives... Il doit y avoir quand même une fierté quand tu arrives avec ton manuscrit. Tu fais « Hey, c'est mon histoire! » Là, puis là, la personne lit, puis elle fait « Mais il y a des petits problèmes. » Puis là, de te remettre là-dedans, ça n'a pas trop été pénible? Pas du tout, c'est ça. Non. Je pense que même Stéphane, il semblait dire que j'étais étonnamment enthousiaste, là, mais tu sais, moi, je voulais tellement... C'était tellement pour moi... pas un objectif de publier, dans le sens où, tu sais, c'est sûr que c'est un rêve, là. C'est un rêve, tu te dis, ça serait super, mais c'était pas ça le but. Pour moi, c'était vraiment apprendre. Puis là, juste le fait qu'il fasse comme, regarde, si tu le retravailles, moi, je suis intéressée à te publier. Tu sais, tout le craft, l'artisanat de l'écriture, moi, ça m'a fait capoter. J'ai vraiment aimé ça. J'étais pas du tout dans l'ego. Pas du tout. Okay. C'était pas comme... Il y a 2-3 trucs que j'ai insisté sur le titre, par exemple. T'sais, lui, il aurait préféré un titre un peu moins niché, je te dirais. Mais il y a certains aspects... Pourquoi tu insistais sur le titre? Pour moi, l'iroko, c'est le symbole de la validation de Martine, parce que c'est un bois, un arbre dans lequel on taille les instruments en Afrique. Puis... il y avait quelque chose aussi de très rythmé pour moi dans l'iroko, puis j'avais envie qu'on ressente l'africanité dans le titre parce que c'est central dans le roman, tu sais. Mm-hmm. Puis je voulais pas tomber dans un cliché, tu sais, avec pas de profondeur. Tu sais, pour moi, c'était vraiment important que le titre fasse sens. Ouais, bon, ensuite, on apprend quand on publie que c'est pas nécessairement si important que ça, que le titre fasse sens. Mais tu vois, ça, j'ai insisté. Je sais pas, peut-être que l'histoire va me prouver que j'aurais eu tort puis qu'il avait raison, mais tu sais, c'est ça, c'était pas non plus... Stéphane, il m'indiquait des voix, mais je choisissais, finalement. Puis en plus, le titre, quand on sait, et quand on voit le magnifique dessin de Mathilde Corbeil, on la salue, oui. Qui suggère, en tout cas, ça suggère que Martine regarde au loin, justement, cet arbre. Ça fonctionne super bien, tu sais, ça explique vraiment en peu de mots, je veux dire, en un seul mot, on comprend exactement la direction où est-ce que ça va. Moi, donc, j'aime bien que ce soit intriguant. J'aime bien qu'on comprenne pas. Tu sais, moi, c'est mon genre de voir quelque chose. Je comprends pas, je le prends, tu sais. C'est une énigme. Oui, non, je peux comprendre ça. Puis, maintenant que ce livre sort le... 21 septembre, dans toutes les librairies. Dans toutes les librairies, le 21 septembre, moi, je l'ai en primeur. Oui. Est-ce qu'il y a des révélations là-dedans un peu secrètes que tu penses que tes proches, tes amis vont se mettre à l'aise et vont faire « Oh, je savais pas ».
Je pense pas, Il non. n'y a pas trop d'indices, il n'y a pas des cachotteries qui se trouvent là-dedans, non? Non, j'ai pas utilisé ça comme un règlement de compte. Non? Non, pas du tout. Ouais. Ça, c'est bon, ça. Ouais. C'est vraiment... C'est vraiment un exercice littéraire, puis les personnages ont, j'espère, une profondeur. Tu sais, ils ont comme un backstory, il est arrivé des choses. C'est ça qui est intéressant, c'est que tu peux piger, tu sais, c'est comme tu piges dans ce que tu veux pour créer ton histoire, tu sais. Moi, j'arrive bientôt à la fin. Oui. C'est super, mais... Et à date, je lisais puis je me disais, c'est intéressant parce que ce personnage-là, je sais pas si tu as ça en tête, mais tu pourrais continuer à écrire sur ce personnage-là. Ou si c'est le temps d'une seule histoire. Je pense que ça va être une seule histoire. J'y ai pensé parce que, c'est ça, j'ai fait beaucoup de voyages, tu sais. Puis ça serait intéressant pour moi de les revisiter parce que, tu sais, pendant la pandémie, j'ai écrit ça. Moi, ça m'a fait beaucoup voyager, d'écrire ça, de me retrouver en Guinée, à Matoto, au marché. Tu sais, toutes ces scènes-là que je décris, ben, je les ai revisitées, tu sais. Donc, je me disais, est-ce que ça pourrait être intéressant de l'amener à Tokyo, tu sais, de l'amener à Bali, de l'amener à Séville? Mais je pense pas que... En tout cas, en ce moment, c'est pas ce qui se dessine pour moi. Là, je rentre dans une saison de musique. Là, oui, c'est ça. Donc, c'est reparti. C'est reparti en musique pour, je sais, au moins 2 ans. Je sais que je vais réécrire, par contre, puis j'ai envie d'explorer des zones peut-être plus personnelles, peut-être moins... Ouais, peut-être moins professionnelles, parce que, mine de rien, même si la musique me définit totalement, ben c'est des zones... Tu comprends ce que je veux dire? C'est comme... pas nécessairement toujours intime. Non, ça c'est vrai. Puis j'ai peut-être envie de plus plonger dans l'intimité. Sous quelle forme, je sais pas trop. Est-ce que ça sera encore fiction? Est-ce que je vais m'essayer à la non-fiction? Est-ce que j'ai ce courage-là? Je sais pas trop. À suivre. Ça pourrait être pas pire, ça. Puis, mais chose certaine, tu vas continuer à écrire. Oui, par saison. Par saison? Oui. OK. C'est comme ça que j'ai fonctionné, tu sais, j'ai vraiment des saisons de musique, des saisons d'écriture, j'ai eu des saisons de danse, tu sais. Même récemment, ça m'est arrivé encore d'aller étudier juste la danse, tu sais. Mais quelle sorte de danse? Flamenco, ouais. OK. Ouais. Et tu connais, évidemment, le stress de faire de la scène, on le connaît, toi puis moi. C'est un stress qui est bien particulier. Est-ce que t'es stressé que ça sorte, ce truc-là? J'avais une petite appréhension quand même, ouais. Tu sais, on sait jamais comment ça va être reçu. Ça, c'est un peu intense parce que, tu sais, quand on est sur scène, tu le sais, tu sais assez rapidement comment ça s'est passé. Même par les applaudissements, par le regard du public, tu fais « Oh, celle-là, ça a mal passé, cette là Puis là, tu sais, ouf. Puis même le concert n'a pas levé tout ça. Un livre, c'est terrifiant, je trouve, pour ça. Excuse-moi, je veux pas te donner des peurs. Mais tu sais, c'est quand même vrai. Tu sais, le 21 septembre, des gens vont acheter le livre. Ils vont dans leur intimité, ils vont le vivre. Tu sais, même un film au cinéma, quand il y a des premières, les réalisateurs ou les réalisatrices sont là, puis ils peuvent comme sentir un peu le pouls du public. Là, tu peux littéralement pas. Là, non, c'est ça. Puis, tu sais, ce manuscrit-là, je l'ai fait lire à Stéphane, bien sûr, mais à quelques amis proches. Tu sais, j'ai quelques premiers lecteurs, puis c'était toujours dans une voie d'amélioration, tu sais, d'améliorer le manuscrit. Fait que c'était toujours des commentaires constructifs. Tu sais, j'ai eu très peu de... Oh mon Dieu, tu comprends? J'ai pas eu de regard vraiment gratuit du lecteur. Mais là, j'en ai eu par contre. Tu sais, je l'ai envoyé en primeur à, tu sais, comme une amie à Betty Bonifaci qui s'en allait à Dakar, puis elle a été tellement généreuse. Je commence à avoir quelques petits regards de lecteur, puis ça m'encourage. Tu sais, ça semble exprimer quelque chose d'universel, en tout cas notamment pour les femmes, là, parce qu'évidemment, il y a ce fil-là rouge de femmes en musique, de femmes dans un milieu d'hommes. Ça peut être musicienne, mais je pense que n'importe quelle femme qui évolue dans un milieu d'hommes peut reconnaître les combats intérieurs du personnage principal, tu sais. Donc ça m'a beaucoup, beaucoup encouragée. Puis c'est cliché, mais tu sais, si ça peut toucher ou rejoindre ne serait-ce qu'une personne, ben tu sais, je serais ravie. C'est pas cliché. Moi, chaque fois que j'ai fait des disques avec Molinari, c'est des disques de musique assez particulière, puis les gens que tu t'attends pas, qui viennent te voir, te dire un super commentaire, je veux dire, ça fait toute la différence. Là. Même que ce soit 1 ou 2, pas besoin d'une tonne. Là. Non. Est-ce que tu vas faire le salon du livre avec ça? Ben oui, j'espère. Écoute, je les ai tous notés à mon agenda. Je sais pas trop comment ça marche. Là, je suis très, très, très enthousiaste. Là. Je suis vraiment...
nouvelle autrice trop motivée, là, en ce moment. Oh, et puis tu vas t'inviter sur un paquet de tribunes, puis ça va être le fun, puis tu vas avoir j'allais dire vendre ta salade, mais juste expliquer simplement qu'est-ce qui se passe. Moi, je suis chanceux, c'est la première. On est les premiers à sortir là-dessus. Moi, je suis bien content. Ben oui. Mais puis là, en même temps, c'est ça. Donc, si on veut suivre tes activités, je me demandais, c'est quoi la meilleure façon de savoir qu'est-ce qui se passe avec Mélissa? Toi, tu as ton site officiel? J'ai mon site web, melissalavergne.com, que j'avoue que je suis pas très assidue. Là. J'ai déjà eu des saisons plus assidues sur la promotion de moi-même. Ouais. C'est-à-dire inscrire toutes les dates de spectacle, tous les endroits, tout ça. Il y a quand même, le site est quand même complet avec beaucoup de vidéos, des photos, des trucs. Sinon, Instagram? Sinon, je te dirais que mon Facebook, Mélissa Lavergne, et ma page Instagram, ça, c'est plus facile à garder updaté. Je cherche le mot français. À jour. À jour, exactement. Donc, ça, je mets tout le temps mes annonces sur Facebook, les spectacles à venir. Par rapport aux livres, ça va aussi être beaucoup dans ces eaux-là. Là. Si je fais peut-être des séances de dédicaces ou des lectures, je ne sais trop. C'est des lectures? Peut-être. Qui sait? Pourquoi pas? Mais d'ailleurs, on verra qu'est-ce qui va se passer, mais tu risques d'être approché pour faire un audiobook avec ça, sûrement. Je sais pas, peut-être, mais je sais pas trop comment ça marche, ça Première non plus. Affaire, c'est-tu les auteurs qui le demandent? Refuses que quelqu'un d'autre que toi lise le livre. Ça, c'est catégorique. Pour vrai, j'ai peur de me gosser moi-même. Tu là, vas si je te fais gosser. Ça, c'est sûr tu vas te gosser. Mais accepte pas qu'un comédien ou une comédienne dans le cas, parce que c'est quand même au jeu, bon, je m'attends à ce qu'on fait, mais accepte pas, non. Fais-le toi. Moi, je l'ai... L'as-tu déjà fait? Non, même non, j'ai pas écrit de livre. Mais moi, sauf que j'en écoute beaucoup, moi, des audiobooks. Puis quand c'est pas la personne qui a écrit, c'est rendu que je veux même pas l'écouter. Okay. Ça m'intéresse pas, je trouve ça pas pertinent. Puis même, il y a un auteur, j'ai écouté derrière moi, je me souviens plus de son nom, il y a une voix, honnêtement, pas super belle. Mais quand il dit les mots, puis en plus, ses accents toniques sont pas super placés, ce qui fait encore plus que je crois que c'est lui qui a écrit le livre. Genre, c'est bizarre à dire. Les mots viennent de la bonne personne. Puis tu as l'impression d'être encore plus proche du texte. En tout cas, c'est sûr, moi je pense, je suis pas mal sûr que tu vas te faire proposer, puis c'est genre 2-3 jours de studio où est-ce que tu lis tout le livre, là, finalement. Ouais. Simplement. Ben, appelez-moi, les gens des livres audio. Non, mais je suis certain, mais c'est du quoi, mais regarde, on le lance comme ça. Je suis certain que Radio-Canada va t'appeler pour audio. Ben écoute, c'est sûr qu'il y a quelque chose de très sonore dans l'univers que je décris. Puis n'importe quel réalisateur qui veut s'amuser un peu avec ça puis qui discute avec toi pourrait mettre même un espèce d'environnement sonore. Pour vrai, ça fait un faudrait. Beau... Non, mais il y a ça dans les livres audio, non? Oui. Non, mais là, il y aurait de quoi, tu sais, je veux dire, un livre audio qui d'habitude n'a pas de musique, là, il y a de la musique, là, c'est le temps d'en plugger. En tout cas, on lance des idées. Il y a du monde, je sais qu'il y a du monde dans le milieu qui écoute ça, donc on verra bien pour la suite. Mais là, allons à la prescription. Ah, mon Dieu! Mélissa, je t'écoute. Bon, Fred, moi d'abord, je dois te dire que la prescription de Dr. Fred Lambert, je pensais que toi, avec ton, tu sais, comme ton talent de lecture des gens devant toi, tu sais, fort de l'entrevue qu'on vient de vivre, t'allais me prescrire quelque chose. Mais oui, j'ai préparé mon devoir, là, mais non, t'as pas... Ben, d'habitude, je faisais ce que je faisais avec les invités, puis là, ça a changé dernièrement, c'est que l'invité proposait des choses, puis là, j'en proposais une ou deux à travers ça. Et là, de plus en plus, je décidé de laisser plus le tapis à l'invité. Okay. Et que votre prescription, chers invités, sera la mienne. Pour de vrai, tout ce qui est proposé, je suis tout allé consulter ça. Parfait. À chaque personne. Ben alors, je vais te faire une prescription, mais moi, je te fais une demande parce que j'écoute le balado. J'ai écouté celui de Dominique, notamment. Et j'écoute, tu sais, il y a plein de monde que je connais. Florence Mbaye, entre autres. En tout cas, je me promène dans ton répertoire, puis je me disais, mais c'est toi le docteur. Là. Fait que ramène-nous une petite prescription personnalisée par invité. Je vais t'en faire une maintenant, tu vas voir. Okay, mais avant, je vais t'écouter. Là, j'en avais tellement. Je suis assez enthousiaste en général dans la vie, mais je me suis dit, je vais y aller dans le sens de l'entrevue, c'est-à-dire des prescriptions littéraires en lien avec... Ben,
mon projet d'écriture, Ça mon peut être parcours. ça, oui. Tu as le droit de parler de musique, tu as le droit de parler de film. C'est ça, au pire, je déborderai, là, parce que ça a changé beaucoup là, pendant la semaine. Puis j'étais comme, ah oui, c'est vrai, il y a ça. Je vais y aller avec, premièrement, le livre qui m'a donné envie d'écrire. Bon, tu sais, quand même. Ce serait L'adversaire d'Emmanuel Carrère. Okay. Emmanuel Carrère, qui est de loin mon auteur préféré depuis toujours. Tu sais, on a un lien spécial avec nos idoles d'adolescence. Moi, je l'ai découvert à l'adolescence avec L'adversaire. C'était dans un cours, justement, au Cégep du Vieux. Et c'est la première fois que je voyais qu'on pouvait écrire à partir de soi. Vraiment, c'est mon premier contact à l'écriture de soi, donc à la non-fiction. Puis le projet de L'adversaire, tu sais, c'est super intéressant. C'est un journaliste à la base, Emmanuel Carrère, puis il a été fasciné par cet homme, Jean-Claude Roman, qui a assassiné sa famille après avoir menti pendant des années. Tu sais, il se prétendait conseiller financier, puis il prenait l'argent de tous ses proches, ses collègues, sa famille, ses beaux-parents, ses parents, en tout cas. Fait que gros drame familial. Quand même. Gros meurtre là, de sa part, de ses enfants, sa femme, ses parents. Et donc, on retrouve un Emmanuel Carrère qui, pendant 7 ans, a essayé d'écrire une fiction inspirée de ça, ce qui donnera, entre autres, La classe de neige. Puis, finalement, décide de partir de soi parce qu'il n'est pas capable d'aller dans la fiction. Fait qu'il écrit une non-fiction. Donc, c'est un récit dans lequel il y a ses rencontres avec Jean-Claude Roman en prison, il y a ses moments de vie privée à lui. Puis moi, ça m'a vraiment flabbergasté. J'étais comme, oh mon Dieu, on a le droit d'aller là. Tu sais, il faut pas nécessairement partir de l'imaginaire totalement, tu sais. Ouais. Ça m'a beaucoup ouvert les yeux sur la possibilité d'écrire. Tu sais, moi, c'était une écriture beaucoup plus journalistique que j'embrassais au départ. Puis finalement, j'étais comme, ça pourrait flirter avec la littérature. Je trouve ça cool que tu dis le livre parce que ma blonde a terminé ce livre-là il y a 2 semaines. Oui, littéralement, il y a 2 semaines. Puis elle m'expliquait le sujet. Puis moi, ça me donnait tellement l'impression, je disais, je veux rien savoir de ce livre-là. Ça me fait trop peur, ces affaires-là. Moi, quand il y a des enfants impliqués dans l'histoire, tout ça, c'est rendu, je suis rendu vraiment pour tous ces trucs-là. Mais elle me dit, non, c'est pas ça, ça va ailleurs, tout ça. Puis elle, quand elle a fini le livre, elle littéralement dit, elle dit, c'est tellement un bon livre. Elle dit, c'est difficile de lire d'autres choses après un livre d'une aussi grande qualité. Il a instauré un genre, tu sais, c'est le chef de file de la non-fiction. C'est fou, ça. C'est capoté. Puis c'est pas dark du tout. C'est ça, c'est pas de la fascination morbide. C'est une quête. C'est juste que quand on lit, c'est quoi? On a peur. Parce que, tu sais, aujourd'hui, tu sais ça, mais je trouve ça trop cool que tu dis ça, fascination morbide, parce qu'on est dans un culte de la fascination morbide. C'est sûr. Je veux dire, tous les tueurs en série ont une série sur Netflix qui leur rend hommage. Oui, ça n'a pas de sens. Tu sais, puis il y avait des chercheurs qui étaient en train de dire ça devient un problème parce qu'il y a des gens qui... il y a des gens qui, maintenant, des jeunes, justement, il y a encore des tueries aux États-Unis qui se disent « Ah, ben, je vais être une vedette. Moi-même, je vais avoir mon truc, là, tu sais. » Donc là, tu te dis, c'est un drôle de... Puis c'est pour ça que depuis ce temps-là, dès que j'entends des trucs violents, je dis « Mais là, regarde, là, vous êtes deux, là. » c'est beaucoup, tu sais, puis c'est un travail littéraire, c'est très nuancé, puis c'est ça, puis sa quête à lui, c'est d'essayer de comprendre la monstruosité de cet homme-là. Qu'est-ce qu'il fait qui s'est rendu là? Moi, je trouve ça intéressant. Ouais. Qu'est-ce qui fait qu'on se rend à ce point de non-retour-là, à ce glissement-là? Puis ça aussi, moi, c'est quelque chose que j'ai envie d'explorer, le glissement entre... Ouf! Tu sais, quand tu bascules, parce qu'on a tout ça en nous, là. Après, on s'y rend pas, c'est ça qui est... Tu sais, je veux dire. Ouais. Mais qu'est-ce qui fait que quelqu'un s'y rend? Je trouve ça intéressant. C'est de la psychologie, finalement. Aussi, non, c'est un paquet de... Ouais. Fait que, L'adversaire d'Emmanuel Carrère, pour moi, un livre vraiment important. Ensuite, j'irai avec Duras, Marguerite Duras, et son essai « Écrire ». OK. Donc ça, vraiment, elle est dans réfléchir l'acte d'écriture. Puis ça aussi, ça m'a dédouané. Ça, je l'ai découvert pendant... je connaissais Marguerite Duras, je l'aimais déjà beaucoup, mais j'ai lu cet essai-là pendant mon cheminement universitaire en création littéraire. Puis, une phrase qui m'a marquée, qui m'a beaucoup aidée dans mon écriture, et c'était simplement « Écrire, c'est découvrir ce qu'on écrirait si on écrivait. » OK. Puis, il y a quelque chose là-dedans de tellement simple qui dit simplement « Vas-y, je vais juste écrire. »
Je veux dire, ouais, t'as pas besoin... Tu sais, moi, j'étais très, au début, là, j'étais inconfortable, insécure. Est-ce qu'il faut que j'aille mon plan? Est-ce qu'il faut comme que j'aille des fiches de personnages? Tu sais, on dirait que ça représentait une montagne. Une table sur le... Je veux dire, un truc affiché là, Ouais. sur tes murs là, pour la ligne. Ouais, c'est ça. Puis ça m'empêchait de pas avoir de code, ça m'empêchait de plonger. Puis avec cette phrase-là, moi, ça m'a permis de plonger. Avec pas nécessairement de plan. Il y a un plan qui, tu sais, je veux dire, tu finis par faire un plan, tu sais. En tout cas, tout le monde a sa méthode, là. Ouais. Mais moi, ça m'a beaucoup aidé. Donc, ça. Puis je terminerai avec un autre livre qui m'a aussi définie en tant qu'écrivaine, j'ai envie de dire ça. Autrice. Ben, je préfère écrivaine, c'est juste j'ai l'impression que c'est un petit peu prétentieux. Mais écoute, je pense peut-être j'ai le droit de dire ça, vu que j'ai écrit un livre. Ah, mais c'est drôle les titres, hein, parce que quand est-ce qu'on dit officiellement, tu dis « Ah, je suis musicien ». Tu sais, même des musiciens amateurs vont dire « Ah, je suis musicien », t'es comme peut-être exagérer un peu. Ou quand est-ce qu'on dit qu'on... qu'on est ça. Mais auteur, autrice, écrivaine, ça, c'est compliqué. Mais c'est pas si compliqué, en fait. Je pense qu'il faut que tu sois publié une fois, puis c'est réglé, non? Ben oui, je pense que ça aujourd'hui, nous autres? C'est un état d'esprit. Là, il y a du monde qui vont dire non, c'est pas ça. Je pense que c'est un état d'esprit, mais j'ai aussi lu, je sais plus qui, par contre, écrire, c'est réécrire. Tout le monde peut écrire, mais seulement les écrivains réécrivent. Ouais. Bon, en tout cas, vu que j'ai réécrit là, 2 fois mon manuscrit, je pense que je me donne le droit. OK, donc, c'est bon. Je reviens à mes moutons. Le plongeur et Stéphane Larue. L'as-tu lu? Ça, j'ai lu. T'as-tu aimé ça? Moi, j'ai beaucoup aimé ça. Oui. Écoute, ben c'est... Ça c'est aussi un livre que après j'ai acheté à quelques personnes. Ben oui, moi aussi. Je pense à ma mère, ma blonde, j'ai acheté, puis je l'ai passé pas mal. Puis là, il y a l'adaptation du film qui sort sous peu. Ben oui. Que j'ai hâte, je sais pas qui va jouer. J'espère qu'on sera pas déçus, tu sais, quand on est tellement attaché à un livre. Hein? En même temps, ça va être autre chose. Ça peut tellement pas être comme là. T'as raison. C'est impossible parce que lui, il creuse tellement dans ses pensées, on va tellement dans les détails que c'est le film sera jamais assez long pour tout couvrir. Bon, c'est sûr qu'il va couper. Ils vont choisir. Œil extérieur qui observe notre personnage, peut-être lui-même qui va avoir une petite voix, petite narration au-dessus, mais j'accepte ça. Ah oui, non, moi aussi. Non, je vais me réjouir d'aller le voir. Puis dans ce livre-là, ça m'a aussi permis de me dire, hey, je peux vraiment parler de mon métier. Je trouvais que dans ce livre-là, il y avait quelque chose de très hermétique dans le sens, il nous prenait pas par la main. C'était pas genre, bon, ben je vais vous expliquer toutes les terminologies de la cuisine. Non, c'est comme, on est ici, c'est ça qui se passe, puis c'est le langage, la terminologie des initiés. Moi, j'ai adoré ça, puis c'est ça, je pense qu'à travers mon roman, il y avait un petit peu cette idée de pas prendre le lecteur par la main, mais juste l'inclure dans ce milieu-là, qui est celui de la musique. Tu sais, dans ton livre aussi, on en a pas reparlé, mais tu sais, il y a tout le glossaire à la fin, qui est super le fun. Ah, merci. Parce que, puis j'étais content qu'il soit là. Même pour moi, tu sais, je connais pas mal la musique, mais tu sais, il y avait des trucs, une couple de mots, d'instruments, de tout ça que j'étais pas trop, tu sais, puis même des styles. J'étais content qu'il soit là. T'sais, à la fin, quand j'ai retracé des trucs, en tout cas, bref, c'est une bonne idée, mais en même temps, c'est cool que tu l'imposais pas tout le long. Non. Puis que tu rends une espèce de lecture lourde. Ça devient pas un livre d'histoire ou un essai. C'est comme, c'est un roman. On comprend et on accepte qu'on connaît pas toute la terminologie, mais, tu sais, je veux dire... Mais on la comprend. Dans le plongeur aussi, c'est vrai que lui, il se lançait un peu comme ça. Je sais pas, ça fait quand même un bout, le plongeur. Je sais pas s'il a écrit d'autres choses. Oui, il travaille sur d'autres trucs. Je l'avais entendu en entrevue, je pense, avec Marie-Louise Arsenault, où justement, il parlait d'un peu du stress du deuxième roman, parce que c'était son premier, Le plongeur, puis il a été tellement bien reçu. Ouais, peut-être plus que bien reçu, gagner des prix, tout ça. Puis, le deuxième, ça doit être terrible. Ça doit être terrible. Mais s'il nous écoute, Stéphane, on aimerait avoir des nouvelles de ton écriture. Écris-nous. Ben oui, on serait curieux. Ouais. OK, cool. Donc ça, c'est tes trois trucs. Ben oui, ça, il y en a plein d'autres, mais... Il y en a plein d'autres. Musicalement, y a-t-il quelque chose qui te fait triper ce temps-ci? Qui t'écoute un peu? Musicalement, je vais y aller encore dans le lien de mon livre. J'irai avec toute l'œuvre de Mamadi Keïta, qui est un grand percussionniste, un grand communicateur aussi, un grand vulgarisateur de la culture mandingue. Il est décédé en 2021, malheureusement. Mais moi, c'est une figure marquante. Il y a le documentaire Djembe Fola qui porte sur son travail sur lui. On retrace son chemin en Guinée jusqu'à son village à Balandougou. C'est vraiment trippant. Puis il y a plein d'albums.
avec ses Wakan, son band. En tout cas, vraiment, toute l'œuvre de Mamadi Keïta pour une immersion de percussion mandingue. OK. Puis en ce moment, écoute, j'avais besoin de douceur, là. Depuis hier, j'arrête pas d'écouter Milk Carton Kids. Je connais pas. Ouais, les garçons des berlingots de lait. OK. Milk Ça, Carton mais Kids. ça, c'est un band d'ici, non? Non, je pense qu'ils sont américains. J'ai même pas... En fait, tu vois, vu que tu me mets la question au présent, puis dans l'actualité, j'avais pas préparé, mais je pense qu'ils sont américains. OK. C'est quel style un peu, tu dirais? À quoi ça te fait penser? Je pourrais même pas dire c'est quoi le style. C'est très folkish, meets bluegrass. Très, très... On est dans les banjos, les guitares, les harmonies vocales, la douceur. OK. On est loin là, de ce que je fais dans le Ouais, c'est ça d'habitude. Ouais. Ah ben, moi, je pourrais te dire qu'il y a un projet qui va se terminer cet automne et cet hiver. Et c'est un drôle de projet. C'est un band, écoute, c'est très ado ce que je vais te proposer, mais c'est Weezer. Oh! Moi, j'aime bien Weezer. Je suis un gros fan de Weezer. Puis Weezer, ce qu'ils ont commencé à faire au printemps et à l'été, ils ont sorti un disque qui s'appelle Printemps, et l'autre qui s'appelle Été. Et à la journée de changement au solstice. au solstice, ouais. Puis, le concept, c'est qu'ils prennent les 4 saisons de Vivaldi, puis ils vont chercher des thèmes là-dedans, puis à partir des thèmes, ils mettent des mots là-dessus. Puis mais ils jouent avec les guitares, ils jouent avec les drums, tout ça, puis ils s'amusent avec les 4 saisons de Vivaldi à travers un album. Mais un court album, genre 30 minutes, puis là, ils jamment, et puis toujours sur le thème de la saison qu'ils représentent. Ben là, il y a l'automne qui arrive. Je suis bien excité de voir qu'est-ce qu'ils vont faire avec l'automne. Mais tu sais, c'est une surproduction de musique. Je veux dire, il y aurait, à travers ça, c'est 4 albums en un an, mini-album, c'est presque 2 heures de musique. Ils sortent aussi un autre album. Wow. Ils ont fait de la surproduction pendant la pandémie. Ils sont enfermés en studio, ils ont fait ces affaires-là. Mais l'idée, puis les pochettes sont super belles, c'est super renaissance. Puis c'est un concept assez intéressant de mettre. Puis je suis allé lire là-dessus, puis ce qu'il faisait, c'était les 10. C'était littéralement, il mettait le 10 des 4 saisons de Vivaldi, puis il faisait jouer tout le temps, puis là, il se mettait à chanter, à improviser des mots par-dessus. Wow! Ça nous rappelle le projet de notre cher Philippe B et son Variation fantôme. Ouais, un peu, quand même, tu sais, prendre du looping, tout ça, mais dans ce cas-là, c'est vraiment de la pure citation brute, c'est très joyeux. Non, ils s'aiment pas. Non, ils prennent les notes et les jouent. Okay. Comme ça, ils l'intègrent comme ça. C'est le fun. Bon, il y a l'automne qui arrive, puis ils en font jamais une annonce. Fait que c'est le 21 septembre? Ouais. En même temps que mon livre. Paf! Ton livre, ce disque-là, boum! Yes! Super journée. Prescription. Hey, Mélissa, c'était super cool de te voir, vraiment, merci. Un grand plaisir de te retrouver. On va se croiser. Yes! Ciao! Vous venez d'écouter La Prescription avec Dr. Fred Lambert. À l'animation, Frédéric Lambert. Réalisation, montage, recherche et bons conseils, Olivier Chamberlain. Au logo, Joël Vaudreuil. La musique, le groupe Crabe. Jérôme Minière, Philippe B., Ben Chimie, Guillaume Beaulieu et Vincent Vertefeuille. Merci d'avoir été à l'écoute et à bientôt.